Actu sur Radio Victoire. Actualité, débat, intervention par téléphone. C'est tous les jours à partir de 7h. Sur la fréquence magique, la 87.3 FM. Audi Actu. Audi Actu, vous y êtes, nous y sommes. Notre invité de ce matin, nous vous l'annoncions dès le démarrage de cette édition. Il s'agit de Monsieur Spero Maoulé. Il est déjà avec nous, Monsieur Spero Maoulé. Bonjour. Bonjour Joachim, bonjour aux auditeurs de Victoire FM. Vous êtes le président du CACIT, collectif des associations contre l'impunité au Togo. Et l'association travaille toujours sur le terrain, j'estime. Absolument, nous sommes toujours présents dans la protection et dans la promotion des droits humains, surtout sur la lutte contre l'impunité et la corruption et la torture, mais également sur tous les droits humains, notamment les droits économiques, socio-culturels, les droits civils et politiques. Voilà, nous allons revenir amplement sur certaines mesures prises ou annoncées par le chef de l'État il y a quelques jours, notamment la libération de 454 détenus, mais ce sont des détenus de droit commun. On en parle tout à l'heure avec vous dans cette édition. Mais avant, allons d'abord en RD Congo, Monsieur Spero Maoulé. La présidentielle s'est déroulée dans ce pays. Les résultats ont été proclamés par l'institution à qui revient la prérogative de jouer ce rôle. Mais pourquoi les puissances occidentales sont toujours et très préoccupées par cette élection? D'abord, il faut rappeler qu'avant même les élections, il y avait déjà un climat de suspicion extraordinaire, étant entendu que la CENI ne semblait pas très indépendante. Ensuite, on ne semblait pas voir la vraie volonté de Kabila de quitter le pouvoir. Et enfin, il y avait toujours l'éternel problème des opposants, notamment l'autre qui a été renvoyé pour complot présumé contre l'État, Katumbi. Et donc, ça fait suffisamment d'éléments un peu disparates qui faisaient déjà que la tension était très vive. Ensuite, rappelez-vous que l'Église, très tôt, s'est impliquée sérieusement dans le processus démocratique du Congo et que très tôt, l'Église n'était pas très confiante en la CENI et avait annoncé qu'elle sera observateur et ça leur a permis de déployer 40 000 observateurs sur toute l'étendue du territoire. 40 000. Oui, et donc ça voudrait dire que déjà on n'avait pas confiance en la CENI. Et donc c'est pour cela que ça n'étonne pas que les uns et les autres puissent porter des jugements de valeur sur ce qui s'est passé comme élection au Congo. Oui, mais quand même la France, beaucoup plus précisément ou nommément, n'a pas déployé des observateurs à titre personnel et singulier, mais elle rejette les résultats proclamés par cette CENI, même si elle n'est pas indépendante. Cela n'étonne pas. Vous savez que les Occidentaux, entre eux aussi, ont des courses pour être à la tête de ce que nous appelons le leadership du continent africain. Tous les pays européens l'ont perdu un peu au détriment de la Chine qui a commencé une offensive de conquête coloniale. Et donc, c'est tout à fait normal que chacun essaie de se positionner dans la mesure du possible. Et rappelons également que le Congo est désigné comme le pays un peu à part du continent africain à cause de sa richesse, son étonnante richesse. Et donc, ce qui fait que c'est également un élément de convoitise pour tous les pays européens. Et donc, il faut être positionné par rapport à un opposant, le soutenir entièrement et voir dans quelle mesure le positionner pour qu'il soit à la tête du pays. Et donc, je crois que c'est ce qui s'est fait. Et Tshisekedi est apparu comme un peu en retrait de la France, pas très lié à la France, et puis surtout que son père a eu suffisamment entre guillemets de déboire avec la France, donc tout à fait normal que quand la France a vu la coalition de l'opposition, j'imagine qu'elle a dû se positionner avec cette coalition là. Parce qu'il y a Jean-Pierre Bemba, Moïse Katumbi, derrière Fayulu. Voilà, et donc on espérait bien que ce soit lui, Martin, qui soit le gagnant des élections, et puis subitement on annonce que c'est plutôt Tshisekedi. Et les bruits ont en même temps couru que Tshisekedi avait signé un accord avec Kabila, un accord secret qui donnait encore à Kabila la possibilité d'être le maître derrière Tshisekedi. Donc ces bruits-là, on verra
faudra à la longue si ça peut être fondé ou pas. Mais ce qui est certain, c'est que bon, chaque pays européen joue de sa carte pour maintenir la pression, le monopole. Oui, mais là s'agit-il d'une affaire de géopolitique ou carrément d'intérêt? Les deux. C'est un intérêt géopolitique, mais qui est surtout à consonance économique. Ah, oui. Rappelez-vous également que les États-Unis, même les États-Unis qui n'ont pas l'habitude de montrer leur présence dans les pays africains, les États-Unis n'hésitent pas à s'ingérer dans les histoires du Congo. C'est montrer que financièrement, économiquement, le Congo présente un intérêt extraordinaire. Oui, mais tel que 16 puissances occidentales sont en train d'agir et aujourd'hui, surtout la France vaille que vaille imposer son pion. Est-ce que les élections ont encore leur raison d'être en Afrique? Les élections ont toujours leur raison d'être en Afrique. Je suis de ceux qui pensent qu'au-delà de ce que les Européens font, qui ne me donne pas satisfaction, ça c'est clair. Mais je pense que c'est assez correct. Au-delà de l'intérêt que l'Europe peut chercher pour l'Afrique, l'Europe cherche d'abord son propre intérêt. Ah, oui. Et donc, c'est tout à fait normal que les pays européens usent de tous les moyens pour avilir continuellement l'Afrique. Et donc, il appartient maintenant à l'Africain lui-même de montrer qu'il a normalement une tête pour réfléchir, un cœur pour aimer son pays et la volonté de bien faire. Vous voyez, l'Européen, même si on dit par exemple que la France donne le dictat à nos pays pour donner un chef d'État, la France ne va pas elle-même envoyer quelqu'un directement pour être président du Togo. Il faudrait forcément passer par un citoyen togolais ou un citoyen africain, si on doit rester toujours dans le général, qui va donner son OK. Le soutenir en catimini? Absolument. Parfois même de façon très ouverte. Mais c'est le citoyen lui-même qui s'engage par son propre intérêt à recevoir cette aide-là et à devenir président. Et du coup, quand vous passez par ce chemin-là pour devenir président, vous êtes inféodé à l'Européen et vous ne pourrez pas faire autre chose que le dictat de l'Européen. Je prends souvent l'image de quelqu'un à qui on a remis par exemple 2 milliards pour qu'il tue son père. S'il tue son père, il ne va pas dire que c'est celui qui a remis l'argent qui a tué son père. C'est lui qui a tué son père. Donc l'Afrique, au-delà de tout ce qu'on peut reconnaître comme méfait de la colonisation, comme velléité d'avilissement de l'Europe, l'Afrique elle-même est la cause de son malheur. Nous avons suffisamment de jeunesse, nous avons mais quand même, des fois, on clame notre État, notre souveraineté le plus souvent. Ce n'est dit que quand il y a l'intérêt d'un chef d'État qui est en jeu, et quand vous faites attention, dès que l'intérêt du chef de l'État ne souffre pas de cette phrase-là, on ne la dit plus. C'est toujours le cas. Quand par exemple un chef d'État, sans qu'on va commencer par lui dire que la communauté internationale demande, il clame très haut la souveraineté de son État. Mais quand on a besoin d'aide de l'Europe, on ne clame plus cette souveraineté, on tend la main et c'est vraiment dommage. Puisqu'on devient en ce temps-là un commandeur. Oui, mais Donald Trump a été contesté aussi chez Donald Trump, je voudrais dire, a été contesté chez lui après son élection. Emmanuel Macron actuellement confronté aux gilets jaunes. D'ailleurs, il vient de faire encore une sortie pour satisfaire les Français. Mais les Africains n'ont placé aucun mot vis-à-vis de ces chefs d'État de ces puissances occidentales. Mais pourquoi eux, ils veulent coûte que coûte faire l'inverse chez nous en Afrique? Pourquoi? Mais c'est ce que je disais. S'ils ne disent rien et que, par exemple, Tshisekedi est finalement investi, ça veut dire que si Tshisekedi est vraiment l'allié des Canadiens, comme on le dit, la France a perdu sa notoriété au niveau du Congo. Oui, mais quand même, la France n'est pas le pays colonisateur de la RD Congo, c'est la Belgique. Peu importe, quand vous allez par exemple à Kinshasa, vous verrez nettement l'influence de l'Europe sur le Congo. C'est un pays qui est extrêmement riche et donc c'est les multinationales qui font la vie du Congo. Et ces multinationales, évidemment, sont soutenues par leur État parce que c'est de l'argent que ça ramène dans leur pays. Et donc chaque pays essaie de protéger sa multinationale en imposant sa façon de voir les choses au Congo. Et je crois que c'est là également que l'Église catholique, qui en principe est censée être neutre, doit encore jouer de tout son poids pour essayer de donner une vraie démocratie au Congo. C'est pour ça que je dis très souvent
que nos problèmes en Afrique semblent être limités simplement à la conquête du pouvoir. Non, on a d'abord à asseoir une mentalité démocratique, une façon de faire qui donne la primauté au droit, à la bonne gouvernance ou à la gouvernance opportune, avant de chercher à mettre quelqu'un. Si on fait les institutions de façon à ce que ça fonctionne normalement, les personnes vont perdre un peu de leur suffisance et ça va permettre à nos pays de fonctionner. Vous voyez, par exemple, quelle que soit la bonne volonté de Macron, Macron ne peut pas décider, ou aucun militaire français ne peut décider de protéger Macron en usant des armes. Parce que les institutions ne permettent pas ça. S'il le fait, il est sauté dans les 24 heures. Malheureusement, dans nos pays africains, c'est les chefs d'État qui font les règles, c'est les chefs d'État qui les font appliquer, et les gens sont à la solde de ces chefs d'État dans leur intérêt personnel, qui ne ressemblent plus à l'intérêt du peuple. Et donc, c'est tout à fait normal que les choses n'aillent pas bien. Et finalement, tu portes à croire comme si les chefs d'État seraient dans un royaume où c'est eux qui décident. Voyez un peu comment ils viennent au pouvoir. Il n'y a que quelques rares qui sont venus avec la souveraineté de leur pays. La plupart, c'est parce que, étant placés par le colonisateur, au détriment d'autres citoyens qui peut-être semblent être les meilleurs, naturellement, quand ils viennent, ils doivent rendre compte, ils sont redevables à leur chef et ils font des concessions à des chefs. Vous allez voir, par exemple, une multinationale, je donne un exemple au hasard comme ça, allemande, qui est en concurrence avec une multinationale française dans un pays, sans voir fondamentalement ce que propose cette multinationale pour l'intérêt des populations, on va désigner l'une des deux multinationales en fonction du positionnement de son gouvernement par rapport au chef d'État de ce pays-là. Et ce qui fait que malheureusement, les choses ne se font pas correctement. On ne peut pas faire, par exemple, une concession dans un État sans obtenir en principe l'aval de l'Assemblée nationale. Mais tout cela, c'est contourné au profit du gouvernement ou au profit du chef de l'État, et ce qui fait que les choses ne fonctionnent pas bien en Afrique. Ce qui fait que les choses ne fonctionnent pas bien en Afrique, mais quand même, on se rappelle bien de ce positionnement des Occidentaux qui a contribué énormément à la destruction de la Libye. La Libye aujourd'hui déchiquetée, la France est en première ligne. De la même manière, la Côte d'Ivoire a traversé une zone de turbulence assez grave. Tendons-nous encore vers un tel scénario avec la RDC, puisque Tshisekedi ne semble leur inspirer confiance. Pour la Côte d'Ivoire et pour le Gabon, par exemple, c'est clair que c'est la France qui a fait la pluie et le beau temps. Donc là, on se comprend. Mais par contre, au Congo, la France est un peu limitée parce que c'est un pays où tous les États européens, tous, entre guillemets, ont quand même leur précaré. Et donc, du coup, ce n'est pas aussi évident. Même la Chine. Donc, ce n'est pas si évident pour la France de demander à ce qu'on fasse exactement comme ça s'est fait, par exemple en Côte d'Ivoire, comme par exemple au Gabon. Donc du coup, les choses sont un peu plus équilibrées. La Libye, la France a eu l'intelligence d'invoquer le droit humanitaire. Et ça a marché parce qu'à l'époque, probablement, tout le monde savait que si on déstabilisait Kadhafi, qui était la bête noire, aussi bien des États-Unis que de la France, que de tout sauf peut-être un peu l'Italie, si on l'enlevait, tout le monde trouverait un peu la paix. Et donc, c'est pour ça que tout le monde s'est ligué pour que Kadhafi puisse partir. Et rappelez-vous les images qu'on a eues au lendemain de la mort de Kadhafi. Des pétroliers géants qui étaient accostés à la côte libyenne pour pomper le pétrole de la Libye. Et maintenant, malheureusement, nous sommes dans une instabilité extraordinaire en Libye. Ici, ça va être très difficile de revenir avec ce schéma-là, sauf si on décide de diviser le pays en plusieurs morceaux avec chaque pays, avec chaque État. Non plus un gouverneur, mais plutôt un président. Et donc, chaque président aura forcément son colonisateur en fonction des intérêts de ce pays européen. Et là, peut-être en fonction de la zone la plus minière dans le pays. Même continent. dans ce cas-là, ça va être extraordinairement difficile parce que pour la plupart, les pays, il y a 2 ou 3 pays qui se partagent des mines. Parce qu'il y en a tellement qu'on ne peut pas. Sur plusieurs années encore, mais on dans aura tout ça, est-ce pompé. que les populations tirent meilleur profit? Absolument pas, absolument pas. Quand vous quittez
un peu Kinshasa, quand vous allez dans les zones de l'Est, les provinces, vous vous rendez compte que c'est deux mondes différents. C'est comme quand vous quittez, par exemple, Lomé, et que vous allez à l'intérieur du pays, vous voyez un déphasage complet. Les choses profitent pour les zones minières, mais les autres, ce n'est pas vraiment ça. Je pense que le Congo gagnerait vraiment à réasseoir complètement son fondement juridique. C'est-à-dire que c'est aujourd'hui l'occasion de se questionner, est-ce que nous pouvons faire une fédération ou une confédération ou un État unitaire? Et donc, sur la base de la réponse qu'on va donner, rétablir les choses. Parce que c'est un pays extrêmement vaste. Et comme c'est vaste, le pouvoir central n'arrive pas forcément à tout diriger. Et donc, du coup, on défavorise certaines zones non minières surtout par rapport à d'autres zones minières. C'est peut-être l'occasion de revoir comment redistribuer les choses correctement. Léo-fédéralisme? Le fédéralisme, ça pourrait passer. Mais vous voyez, il y a un exemple ici qui est tout proche de nous, qui ne montre pas vraiment que ça peut marcher. C'est le Nigeria. Le Nigeria qui est également un État fédéral. Mais c'est maintenant qu'il y a un peu plus de stabilité un peu partout. Mais vous voyez que les États n'ont pas le même niveau de développement. Donc, il faut repenser les choses autrement. On n'est pas obligé de tout calquer sur le modèle européen. On tire le modèle de l'européen, mais on configure ça par rapport à nos propres réalités africaines. Voilà, et je pense que les choses peuvent marcher chez nous. Revenons donc au Togo. D'abord, un monnayeur a été froidement abattu. Il est de la quarantaine, bien sûr, a été froidement abattu samedi par des malfrats. Et ces malfrats se sont volatilisés avec leur butin. On nous parlait de 500 000 francs CFA selon les témoins. Alors, Monsieur Spero, pourquoi ces derniers temps, on assiste à ces braquages à visage découvert? Les gens font usage d'armes à feu et puis ils tuent des Togolais impunément. Bon, je me permets d'abord de présenter les condoléances à la famille de cet homme qui a perdu la vie pour de la pacotille. 500 000 francs pour tuer quelqu'un, je pense que c'est vraiment déplorable. Aucun montant, c'est vrai, ne peut justifier qu'on tue quelqu'un, mais 500 000 francs, c'est franchement dérisoire pour qu'on puisse tuer quelqu'un. Au-delà de cela, c'est un peu... mon inquiétude n'est pas dans ce sens-là. Mon inquiétude, c'est notre système sécuritaire. Vous voyez, depuis quelque temps, on fait des rafles extraordinaires où on prend des gens, on dit il faut montrer votre carte d'identité pour qu'on vous libère sous le champ, ou alors sur base de témoignages, 48 heures après, on peut vous laisser partir, etc. Mais pourtant, la criminalité ne descend pas. Le grand banditisme continue. On a quitté un peu plus, on est arrivé un peu à gérer le banditisme lié aux petits vols, comme les vols de moto, tout ça là. Je pense que ça s'est quadrillé par la forte présence des militaires dans le pays. Mais comment on n'arrive pas alors à prendre les gens armés? C'est ça qui est l'inquiétude. Et qui en font usage d'ailleurs. Et qui en font usage. Et le plus souvent à visage découvert. Oui, et que c'est simplement après leur départ que l'armée ou la police arrive sur les lieux. Le plus souvent. Le plus souvent. Je pense qu'il faut revoir carrément notre système sécuritaire, concentrer un peu plus d'efforts à régler ce problème-là, qu'à régler le problème des manifestations publiques. C'est vrai que l'ordre public est vraiment prioritaire. Mais le système sécuritaire aujourd'hui pose problème. Vous voyez, ce qui va arriver après, c'est que les investisseurs vont fuir puisqu'ils ne sont pas en sécurité. Si à chaque fois que je dois quitter, par exemple, mon lieu de production pour aller à la banque, et que je dois avoir 1 million, et que je crains qu'on puisse m'attaquer sans avoir la protection, sans avoir la protection de l'armée, de la police et de la gendarmerie, je crois quand même qu'il y a un problème. Aujourd'hui, ce n'est que ça qu'on voit. Devant les banques, on voit les gens attaquer avec des armes à visage découvert et partir. Et jamais on ne nous a annoncé que finalement on est arrivé à les atteindre. Or, Lomé est en principe quadrillé suffisamment pour qu'on puisse prendre. Prenez quand, par exemple, il y a eu les problèmes des armes qui ont circulé à Sokoré. On nous a rassuré que tout sera pris, toutes les mesures seront prises pour qu'on puisse récupérer rapidement ces armes-là. Est-ce que c'est les mêmes mesures qu'on applique à Lomé actuellement en faisant des rafles? On ne sait pas, mais dans tous les cas, le résultat n'est pas probant. Ah oui, le résultat n'est pas probant. On fait les rafles, mais la criminalité continue. Absolument, absolument. Apparemment, peut-être que les rafles ne tombent dans les rafles que les citoyens innocents, puisque malheureusement, là que ça continue, ça voudrait dire que les armes sont toujours là. Et normalement, dans un pays où on n'a pas d'armes, si on n'a pas d'autorisation,
c'est très facile de savoir en principe qui a une arme ou qui ne l'a pas. Oui. Et c'est très facile de pouvoir récupérer. Je crois que le Togo a suffisamment d'outils informatiques et matériels de sécurité pour pouvoir très facilement arrêter cela. Bon, maintenant, est-ce que c'est... Mais les patrouilles mobiles, pourquoi ils n'arrivent toujours pas à poursuivre ces gens qui viennent le plus souvent à moto? Le cas d'Assigame, c'était à moto. Absolument. Le cas de Baie, c'était la même chose. à moto. Le cas de la Fédération togolaise de football, c'était à moto. Partout, c'est la moto. Ce qui m'étonne, c'est que, par exemple, si vous faites... si, par exemple, les gens la quittent Lomé et qu'on dit qu'ils se dirigent vers, par exemple, Baguida, il y a au moins au moins un camp quelque part là-bas. D'ailleurs, même au niveau de rond-point, le rond-point de port, il y a quand même une barrière imposante là-bas. Donc, en principe, Lomé, je ne pense pas qu'on puisse avoir du mal en principe à arrêter ces gens-là. Donc, pour arriver à bout de ce braquage, disons, de ce grand banditisme, il faut explorer toutes les pistes possibles. Mais commençons... Peut-être des gens qui détiendraient légalement l'arme ou bien les armes peuvent aussi se donner le vilain plaisir d'aller faire ce genre de trucs. Je pense que nous sommes à un stade où le ministre de la Sécurité et le directeur de la police doivent faire leurs preuves. C'est à eux c'est eux qui ont été à l'école pour arrêter le banditisme. Donc c'est à eux de nous montrer que l'argent du contribuable qui est envoyé pour soutenir la police et la gendarmerie, ce n'est pas de l'argent gaspillé. Donc c'est à eux de pouvoir nous montrer ça. Chaque jour, surtout, quand il y a les manifestations pacifiques à Lomé, on voit circuler plein de véhicules de la police à utilisation du carburant. Là, quand il s'agit d'une opinion politique ou de quelque chose qui a trait à la politique, on met les moyens. Les agents de sécurité arrivent rapidement à maîtriser la situation. Donc, arrêter et interpeller les gens. Donc, il faut que la police nous montre qu'on peut mettre fin très rapidement à cette criminalité-là pour que le citoyen togolais soit en paix. Oui, nous devons être en santé, en bonne santé, jouir d'une parfaite santé avant de pouvoir vaquer librement à nos activités. Deuxième cas de décès de la fièvre hémorragique à virus Lassa, c'est à Langabou, je crois dans la préfecture de Anié ou quelque part là-bas. Alors, ceux qui étaient dans le véhicule sont actuellement très activement recherchés. Que faire selon vous pour contenir l'imminence du risque de propagation de cette maladie très très contagieuse et qui tue d'ailleurs? Je pense que rien ne vaut une sensibilisation dans ce cas-là. Il faut sensibiliser les gens. Il ne faut pas inquiéter inutilement les gens. Je suis sûr que si on arrive à expliquer correctement à ceux qui étaient dans le véhicule l'intérêt pour eux-mêmes de se présenter très rapidement dans un centre de santé pour qu'on les prenne en charge, qu'on leur donne toutes les garanties qu'ils peuvent être soignés et sauvés, je crois que naturellement ils comprendraient. Si on leur explique ce que ça peut engendrer pour eux et pour leur propre famille d'abord, le fait de ne pas arriver, je crois que ça porterait du fruit. C'est peut-être l'occasion pour le ministère de la Santé de multiplier un peu plus la sensibilisation et à le faire non plus simplement en langue française, mais dans toutes les langues et à user de tous les moyens pour sensibiliser. Je vous ai entendu parler tout à l'heure des chefs traditionnels. C'est l'occasion de mobiliser les chefs traditionnels pour qu'ils sensibilisent les populations de base pour que les choses se fassent correctement. Et pourquoi ne pas mobiliser aussi les médias? Absolument. À tous les niveaux, à l'échelle nationale. Normalement. Ou bien le Togo n'a pas les moyens? Même sans moyens, je pense que à ce stade-là, si le ministère de la Santé vous envoie une note vous expliquant leurs difficultés de moyens, mais vous demandant de les aider à sensibiliser, d'ailleurs c'est ce que vous êtes en train de faire. Bien sûr. Avec 0 francs, on peut toujours faire ce travail-là. Mais c'est une question mais quand même on dit aussi au grand mot, grand remède. Oui, bon, et je me rappelle l'État ne va pas nous dire qu'il n'a pas les moyens pour pouvoir rapidement sensibiliser la population de manière efficace et efficiente. Je me rappelle que quand il y avait eu la menace de l'Ebola, l'État togolais a pris beaucoup de mesures. On a vu même le chef de l'État s'impliquer personnellement. Et moi, quand je n'ai pas vu tout cela avec la fièvre Lassa, je me suis dit que c'est peut-être les médias qui font du bruit pour rien, qu'il n'y a vraiment rien. Alors c'est enfin, c'est ce que je me suis dit. Parce que je ne comprendrais pas qu'il y a cette menace-là et que le ministre de la Santé, qui à des occasions a été
très prolifique, ne rien dire sérieusement là-dessus, ne pas aller... Pas même une conférence de presse pour essayer de délivrer des messages pointus. C'est ce qui m'étonne un peu et c'est vraiment dommage. On aurait mieux fait. Vous voyez, à un moment donné, on a l'impression que tout le Togo se résume à la politique. Il y a des moments où des ministres abandonnent leurs charges, leur portefeuille pour se mêler de la politique. Mais maintenant qu'il y a des choses qui sont dans leur domaine spécifique, on ne les voit pas intervenir. C'est ça qui me fait mal. Parce que la sécurité civile liée à la santé, liée à tout ça, c'est un problème fondamental. On est chef de gouvernement, on est ministre pour servir le peuple. Et justement, le peuple doit être servi dans ce cas-là. Et donc, on peut même couper l'argent dans d'autres secteurs d'activité pour remettre... Mais voyez, quand vous prenez le budget togolais sur la santé, ce n'est pas le meilleur poste ministériel qui soit pourvu. Oui. Et donc, vous voyez, vous comprenez que la santé même pose problème. Ne préoccupe pas tellement les premières autorités. En tout cas, ils n'y mettent pas les moyens. D'ailleurs, les centres de santé en disent long. Absolument. C'est pour ça que je dis, ils ne mettent pas les moyens. Maintenant, est-ce que ils ne sont pas préoccupés? C'est ce qui apparaît. Ah, mais voilà que la fièvre hémorragique à virus Lassa a attaqué une inconnue d'une vingtaine d'années. Est-ce qu'on sait à qui ou bien de quelle famille est issue cette dernière? En tout cas, serait contaminé peut-être? Jusqu'à ce que ça ne devienne une pandémie, j'ai l'impression que le gouvernement ne prend pas les mesures adéquates pour régler ce problème-là. Et c'est vraiment dommage. Je sais qu'en général, ils écoutent votre radio. Bien sûr. Je me permets d'être le messager de la pauvre population pour les exhorter à prendre des mesures vraiment urgentes et idoines pour que cette fièvre-là soit circoncise au Togo. Oui. Alors, parlons un peu de la politique et la C14 qui relance encore ces manifestations de rue et ce serait le 26 janvier prochain. Préparatif de 2020 ou bien pression pour s'inviter dans le débat pour les réformes? Ça peut être un peu de tout. C'est vrai que je ne suis pas dans les arcanes de la C14, mais je pense que stratégiquement, cette coalition a intérêt à se manifester très tôt pour que la population togolaise ne rentre pas, par exemple, dans une apathie et ne les reconnaisse plus. Oui. Et donc, dans tous les cas, je savais qu'on ne peut pas finir le mois de janvier sans que la C14 ne se signale. Maintenant, est-ce que... Mais quand même, nous sommes en début d'année. Oui, mais il y a pas on est arrivé à faire des élections pendant la période des fêtes. Oui. En début d'année, on peut quand même continuer. La politique n'a pas de période précise. Et je crois que, moi, ma seule inquiétude, c'est de savoir si, si on prendra toutes les mesures pour que la population togolaise ne perde pas encore plus son pouvoir d'achat. Parce que cette crise sociopolitique-là, ça fait longtemps qu'elle perdure, ça fait longtemps qu'elle a dégarni le panier de la ménagère. Oui. Si vous voyez, le taux de prostitution augmente, tout simplement parce que il y a plein de familles qui n'arrivent plus à subvenir aux besoins de leurs enfants. Et pourtant, les enfants veulent aller à l'école. On leur demande d'aller à l'école. Et donc, les filles sont obligées de se chercher les moyens financiers par tous les moyens. Les parents perdent leur autorité parce qu'ils ne donnent plus à manger. Les enfants se livrent à la délinquance. Asphyxié. Absolument. Et donc, même les petits travaux qu'on faisait avant, ce n'est plus possible parce que quand vous les faites, vous n'êtes pas payé sur le temps. En même temps, il faut attendre peut-être plusieurs jours parce que celui qui doit vous payer, lui-même, il n'a pas les moyens. Et dans la même période, dans le même temps, il y a des gens qui vivent dans une parfaite opulence. On les voit faire des démonstrations de gaspillage d'argent. Mais bon, c'est dans un pays démocratique, chacun fait selon ses moyens. Dans un pays démocratique, chacun fait selon ses moyens, dites-vous. Et où sont les institutions qui doivent constituer des garde-fous pour contrôler chacun? Les institutions, voilà le problème. Est-ce que nous avons des institutions qui fonctionnent parfaitement? Vous voyez, il y a une institution qui lutte contre la corruption. Jusqu'à présent, on n'a pas encore de résultats, pas même un seul résultat qui nous soit communiqué pour dire que voilà, on a arrivé à avoir sur tel dossier des gens qui ont été corrompus, on a pu prendre de leur argent pour remettre à la caisse nationale, dans le trésor public, et que voilà ce qu'on a fait. On n'a jamais eu de ces informations-là. On a eu une Cour des comptes
qui existe depuis, qui est censé donner des résultats probants, jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas trop ce que ça donne. Plutôt, ce qu'on voit, c'est qu'on apprend, par exemple, qu'au niveau de Togo Télécom, il y a encore des licenciements à hauteur de 500 employés. On voit, par exemple, des jeunes entrepreneurs fermer leur entreprise parce que même les startups, ça ne bouge plus. Absolument, et surtout que quelle que soit votre productivité, OTR est derrière est là pour prendre de l'argent. Et il y a la Caisse nationale de sécurité sociale qui ne tarit pas de moyens pour coincer les entrepreneurs. Donc finalement, nous vivons dans une situation extrêmement compliquée pour les entrepreneurs individuels. Et donc, ces situations-là ne sont pas bonnes. Normalement, dans un État qui est démocratique et qui fonctionne bien, c'est les particuliers qui sont riches et les politiques sont pauvres. Et quand vous voyez dans un pays... le secteur privé est en floraison. Absolument. Quand vous voyez dans un pays des politiques extrêmement riches et des investisseurs privés extrêmement pauvres, sachez que ce pays-là n'est pas démocratique, que c'est la corruption. Là, y aurait-il le pillage ou bien plutôt la corruption? Forcément, il y a la corruption, il y a les pillages. Et vous voyez ça beaucoup plus dans les États africains que dans les États européens. Mais pourquoi ce contraste sur le sol, là, disons sur le continent noir, et comment est-ce que les institutions n'arrivent toujours pas à gérer, réguler ces situations? Oui, mais le problème, c'est que les hommes sont plus forts que les institutions dans nos pays. Donc, institutions de pacotille? Pas de pacotille, forcément de façade, peut-être, oui. Et parfois, il y a ces institutions ne marchent que si ça ne va pas à l'encontre d'un dignitaire ou du chef de l'État lui-même. Ça marche. Parfois, non. Et surtout quand ça doit aider à soigner l'image du pays, ça marche. Mis à part ça, les choses ne marchent pas. Vous voyez, il y a par exemple des pays africains où les responsables, la CNDH par exemple, marche parfaitement. Ça voudrait dire tout simplement que dans ces pays-là, le chef de l'État essaie de corriger tout ce qui est lié aux droits de l'homme. Et donc, il y a des pays, par contre, où rien ne marche. Vous voyez, le président d'une institution de la République qui est obligé d'aller faire des courbettes pour pouvoir avoir de l'assise. Ça ne marche pas. Il y a même parfois des ministres qui ont la bonne volonté de faire du bon travail à leur poste, mais ils ne sont pas, le poste n'est pas financé, et donc ils ne sont pas des ministres de premier rang, ils sont des ministres de seconde zone, et donc ils sont obligés de rester là-bas et de penser plutôt à s'enrichir au détriment. Quand on leur donne 20 millions, ils préfèrent prendre 10 millions et mettre dans leur poche en attendant. Et vous voyez que le ministère n'avance pas et personne ne se plaint. Et puis on est là-dedans. Monsieur Spero Maoulé, maintenant que la C14 annonce manifester encore dans les tout prochains jours, faudrait-il ou bien serait-il susceptible peut-être envisageable pour le gouvernement d'appeler la C14 à une table de discussion, de négociation pour que du moins on puisse permettre à cette année qui est électorat, c'est-à-dire une année à la veille donc des élections présidentielles, pour que les populations économiquement poussent un ouf de soulagement en attendant 2020. Ou bien, il faut laisser encore, puisque la politique supplante tous les autres aspects de la vie de la nation. Mais avant de répondre, on va marquer la pause et on revient tout à l'heure. Dit Actu, c'est du lundi au vendredi de 7h à 8h20 sur Victoire FM. Ce lundi, nous recevons pour vous M. Spero Maoulé. Il est le président du collectif des associations contre l'impunité au Togo, CACIT. Alors, tout à l'heure, M. Spero, je vous posais la question de savoir, faut-il que le gouvernement appelle la C14 à la table de discussion et échanger par rapport aux nouvelles donnes, puisque nous sommes en début d'année, que de les laisser et aller encore à un bras de fer qui, finalement, pénalise toujours les pauvres citoyens que nous constituons? Je crois qu'il ne faut pas oublier, et nous l'avons dit à plusieurs reprises avant même les élections, que les élections ne seront pas la solution à la crise politique du Togo. Que la crise politique du Togo doit être résolue obligatoirement par le dialogue. Et cette inquiétude était également relayée dans les recommandations de la CEDEAO qui a dit que le dialogue doit se poursuivre. Et moi, ce qui m'étonne... Mais on a vu comment elle aussi a traité... Absolument. Bon, c'est encore un autre problème. Mais moi, ce qui m'étonne, c'est que ce soit le pouvoir, que ce soit la coalition,
tout le monde sait qu'on a besoin de dialogue. Alors, qu'est-ce qui empêche le dialogue? Pourquoi les gens ne veulent pas? Nous sommes dans un pays africain. Et dans un pays africain, le dialogue ne peut pas être rompu. Pourquoi on ne veut pas le faire? Nous sommes citoyens d'un même pays. Et ça fait longtemps que moi je crie que normalement, à cette étape-là, le chef de l'État, qui est le président de la République togolaise, qui est le garant de la continuité des institutions, est obligé de prendre sur lui d'inviter les acteurs politiques à s'asseoir pour trouver une solution durable et réelle à la crise togolaise. Est-ce que ce ne serait pas synonyme de il s'abaisse ou bien il diminue? Non. Fait appeler les gens à discuter est plutôt signe d'élévation. Ça montrerait qu'il est au-dessus de la mêlée et que quand vous êtes père de famille et qu'il y a des problèmes à la maison, vous n'allez pas dire que si j'appelle les enfants pour venir qu'on règle le problème, que vous êtes abaissé. Plutôt que vous vous êtes élevé. Aujourd'hui, la personne qui doit faire l'unanimité, c'est le chef de l'État. Et c'est lui qui doit appeler les acteurs à la table de négociation. Mais le problème, c'est que malheureusement, on a l'impression que ça ne viendra jamais. Et chacun... Alors que nous sommes entre nous, Togolais. Absolument. Et chacun reste dans son camp. Et je crains que malheureusement, ce qui va arriver, c'est que la C14 sera obligée de créer sa stratégie de conquête du pouvoir en dehors du gouvernement. Le pouvoir va essayer de continuer sa stratégie de conquête du pouvoir en dehors de la C14. Ou de conservation du pouvoir. De conservation. Ça fera deux blocs antagonistes et on risque d'aller encore forcément à des négociations. Maintenant, ça va prendre quelle forme? Maintenant que la C14 semble renier la CEDEAO, et ça voudrait dire que si la CEDEAO les invite, ce n'est pas encore sûr qu'il est de bon cœur et qu'elle va avoir à donner sa bonne volonté. Alors on ira vers qui? Et c'est ça le problème. Parce que malheureusement, nous n'avons pas, par exemple, au Togo, un ancien président ou un ancien président de l'Assemblée ou en tout cas quelqu'un qui fasse l'unanimité aussi bien une personne ressource. Oui, pour les politiques que pour l'opposition que pour le pouvoir. Il y a évidemment Monseigneur Bariga qui, à l'époque, avait essayé de jouer ce rôle-là à travers la CVJR. Mais ce qu'il a subi, je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, si on lui propose de faire encore la médiation, il soit très enclin à courir pour le faire. Donc ça voudrait dire qu'on ferme les portes vers un dialogue. Si on ferme les portes vers un dialogue, il n'y a que deux possibilités. Ou bien le pouvoir muscle toujours et impose unilatéralement une façon de faire les choses, ou alors la C14 essaie de créer le désordre et donc malheureusement la population va en pâtir. Moi, je ne l'ai jamais caché, même si je reconnais que la seule arme pour l'opposition, c'est de faire les manifestations. La seule vraie arme, c'est de faire les manifestations. Je n'ai jamais caché ma psychose quand il y a manifestation, parce que je sais que très souvent, ça se transforme en une course entre les jeunes et les militaires, en des bastonnades, en des brimades extraordinaires. Et franchement, dès que vous... parfois annonce, même en des morts d'hommes. Très souvent, pas parfois, très souvent. Et dramatiquement, il y a toute une série de jeunes enfants qui sont morts dans les manifestations à cause des manifestations pacifiques publiques. Et voilà, vous travaillez sur la thématique, la lutte contre l'impunité, mais jusqu'alors, les enfants comprennent, les deux élèves de Dapaon, les manifestations de 2017, des enfants ont trouvé la mort à Mango, etc. Et même dernièrement, le 8 décembre, un enfant a trouvé également la mort, mais personne n'est inquiété à ce jour. Ben, nous sommes là, nous portons plainte, nous demandons, nous faisons les plaidoyers pour que l'État puisse ouvrir les enquêtes indépendantes et donner des résultats. On ne les a pas. Malheureusement, l'Assemblée nationale, qui a également un pouvoir de contrôle sur l'action gouvernementale, n'interroge pas le gouvernement pour avoir des informations précises là-dessus. La CNDH, qui est une institution de la République, qui est chargée des droits de l'homme, n'a pas les moyens de faire une enquête pour pouvoir trouver les auteurs et pouvoir prendre des mesures. Et finalement, on a l'impression que la population est laissée pour compte. Et c'est le triste constat que nous faisons. Nous, on a les... Oui, mais quand même, cela ne dit rien, ni à la C14 qui organise les manifestations, ni au gouvernement qui est censé protéger les populations.
Bon, je ne dirais pas que ça ne leur fait rien, mais en tout cas, ils ne montrent pas, les deux côtés ne montrent pas leur intérêt pour la population togolaise. Et ça, franchement, c'est vraiment déplorable. On a vu, c'est vrai, la C14 rendre visite aux blessés, apporter des vivres et des non-vivres aux blessés, c'est vrai. On a vu le gouvernement sortir des communiqués dans lesquels ils disent qu'ils déplorent le fait qu'il y ait des blessés, etc. Mais fondamentalement, ça ne change rien. La seule chose qu'il faut faire... Chaque fois, il y a des gens qui meurent. Absolument. Est-ce qu'on est là pour aller présenter les condoléances ou bien dire que voilà, il y a eu... La seule chose qu'il faille faire, qui serait utile pour cette population-là, c'est tout simplement éviter les marches. Et comment éviter les marches? En faisant de vraies négociations ou en prenant des vraies décisions pour que les choses avancent. Aujourd'hui, tout le monde est d'accord sur une seule chose. C'est clair que le problème qui bloquait, c'était le problème de la réforme constitutionnelle. On se rappelle que le gouvernement, à l'époque, je crois que c'est un porte-parole du pouvoir qui avait dit que nous on a voulu faire les réformes, mais c'est l'opposition parlementaire qui bloquait les réformes. Aujourd'hui, l'opposition parlementaire n'est plus là. Donc je suppose qu'on va pouvoir faire les réformes. Lesquelles? Est-ce que ce serait ce que le peuple attend? C'est-à-dire exactement le test que le Sénégalais nous a proposé, qu'on va avoir. Si ou bien la proposition ou le projet envoyé par le gouvernement. Donc, on attend de voir ça. Mais aujourd'hui, le pouvoir, le parti au pouvoir n'a plus d'échappatoire puisque il y a plus normalement un blocage. Je crois qu'ils ont 59 sièges. Si on prend les pros qui sont indépendants, qu'on mélange... Au total 18, ça donc fait déjà 77. Et donc, en principe, la majorité des 4/5e, on peut les avoir pour faire les réformes. Donc, on attend de voir quel type de réforme on va avoir. Maintenant, au-delà des réformes, il y a des actes à poser. Et ces actes-là doivent être des actes de réconciliation. Pas de réconciliation du genre, on va nous demander des cérémonies de libation un peu sur tout l'étendue du territoire. C'est ce qui, à l'époque, j'avais dit que ça n'avait pas de sens. Ça, que je continue pas à le dire que ça n'a pas de sens, parce que celui qui a fait une faute, si la personne ne reconnaît pas la faute, vous pourrez faire les meilleures cérémonies de libation, le problème demeure. Donc, ils doivent faire leur mea culpa. Mais les gens doivent pouvoir présenter des excuses au peuple togolais et accepter de ne plus tuer les enfants, de ne plus tuer les citoyens togolais. Et dans ce cas-là, nous irons tous vers une réconciliation. La réconciliation ne se décrète pas. C'est celui qui a fait la faute qui va vers celui qui l'a offensé pour lui présenter. Mais j'avoue que c'est un acte de courage qui nécessite de vrais hommes. Et de vrais hommes, on en a besoin maintenant au Togo. En tout cas, demander pardon, est-ce que ça affaiblit ou bien plutôt ça renforce? Les gens se disent que quand vous demandez pardon, vous montrez que vous êtes faible. C'est faux. C'est faux. Quand vous demandez pardon, l'acte d'aller demander pardon signifie que vous acceptez de vous humilier. Et ça n'appartient pas à tout le monde. C'est les hommes forts seuls qui peuvent accepter à un moment donné de perdre un peu pour gagner beaucoup. Et si vous ne le faites pas, le jour où vous serez contraint de le faire, c'est en ce moment-là que vous aurez tout perdu. Si on vous oblige à demander pardon, c'est vraiment déplorable. Mais si vous-même vous demandez pardon, c'est toujours un élément de plus. C'est toujours un élément de plus. Alors, la grâce présidentielle, le chef de l'État l'a accordée à 454 détenus. La dernière fois, c'était le 3 janvier, mais quand même, on n'a recensé aucun détenus politiques dans les 454. Comment comprenez-vous cela? Puisque vous militez toujours pour la libération des personnes qui sont longuement en détention. Mais avant, Pelé a une question à vous poser d'abord. Pelé, vous êtes en direct. Bonjour. Oui, bonjour. Oui, nous vous écoutons, Pelé. Oui, bonjour, invité. Bonjour. Bon, d'abord, pour cette assemblée qui a pour nom quelqu'un laisse, quelqu'un prend. Et je voulais dire qu'on n'a plus besoin de 59 plus 18 égale 77. Donc le RPT a la majorité de faire ces réformes-là. Je voudrais dire à l'opposition qu'il faut qu'il change de stratégie pour atteindre l'objectif de 2020. Merci, c'est ce que je voulais dire. Merci, bien noté pour vous. Foucault, bonjour. Allô? Oui, bonjour, Kakou. Bonjour, monsieur Jachou. Oui, nous vous écoutons. Je salue notre invité. Oui. C'est un monsieur Furman. Aujourd'hui. Pardon?
je dis au jour d'aujourd'hui, Oui. où sommes-nous avec les plaintes que vous avez déposées? Parce que la dernière fois, le ministre Yac avait dit concernant les jeunes qui étaient sortis pour taper les gens, qu'on appelle Monsieur Christophe avait appelé leurs jeunes. Monsieur Gilbert Barra avait dit qu'il n'y a pas eu de plainte jusqu'à ce jour. Je voudrais savoir au jour d'aujourd'hui où est-ce que vous avez déposé les plaintes à bonne et due forme. Et secondo, concernant toujours l'impunité, lorsque les journalistes, eux, qui doivent nous donner des informations vraies, donnent des informations fausses là, est-ce que vous ne pouvez pas porter plainte contre ces journalistes? Par exemple, la dernière fois, concernant le général Félix Katanga qui était sur les lieux de manifestation, il y avait des journalistes qui défendaient que le général Katanga n'était pas au pays, qu'il était en mission hors du pays. Et voilà que le général Yac est venu nous dire que le général Katanga était parti sur le terrain. Qu'est-ce que vous pensez de tout ce genre de choses? Merci beaucoup. Bien noté, cher ami. Monsieur Kwame. Monsieur Joachim, bonjour. Oui, bonjour. Monsieur Spero, bonjour. Bonjour. J'aimerais vous poser cette question. Vous parlez d'une enquête indépendante. Supposons que je viens de tuer quelqu'un et que vous venez encore me demander à moi indépendante. Est-ce que ça serait possible? Et qu'on vienne à vous demander quoi? Que je fasse une enquête indépendante. Est-ce que c'est possible? Quelles sont les actions que vous, en tant que société civile de l'impunité, contre l'impunité plutôt, vous faites vers le boucher meurtrier quand on dit une manifestation est interdite? Si la manifestation est interdite, cela voudrait dire qu'il faut tuer les manifestants. La dernière fois... Oh là là, il est coupé, cependant, il a quand même posé la question, si une manifestation est interdite, est-ce qu'elle est synonyme de tuer ceux qui viendraient manifester tout de même? Nous allons prendre Kwame, bonjour. Oui, bonjour monsieur Joachim. Oui, nous vous écoutons Kwame. Je salue monsieur Spero. Bonjour. Oui, vu la situation aujourd'hui au Togo, est-ce que il n'est pas sérieux maintenant à vous là, à la société civile, d'organiser les colloques pour conscientiser un peu la jeunesse sur tout ce qui se passe, surtout en Afrique? Et par rapport à quoi concrètement? Bon, je voulais, par rapport au problème de constitution, réforme constitution au-delà. Il n'est pas temps de faire quelque chose à l'image de l'Afrique, que nous allons faire toujours les copies collées de la France et ces occidentaux-là. D'accord, bien noté. Et nous allons commencer par là. Monsieur Kwame, il vous a posé la question, vous l'avez écouté, si il ne vous revient pas de conscientiser la jeunesse africaine en général par rapport à tout ce que le continent vit comme problème. Je pense que ça, nous le faisons. Nous écrivons beaucoup, nous disons beaucoup de choses, mais c'est que malheureusement, les gens n'entendent rien. Maintenant, faire des colloques suppose qu'il faut rassembler des gens. Est-ce qu'on a les moyens de rassembler à la fois plus de 50, 100 personnes? Non. Maintenant, les gens qu'on éduque, les gens pour lesquels on renforce les capacités, ces gens doivent être le relais. Oui. Est-ce que ça se fait véritablement? Je ne crois pas. Et parfois, ce qui est plus dramatique, c'est que nous avons des actions que nous faisons à l'endroit des politiques. Et vous vous rendez compte que quand vous invitez les politiques, ils ne viennent pas. Et les politiciens, les chefs des partis politiques majeurs qui doivent arriver, ils ne viennent pas. Ils n'envoient que peut-être, même pas leur lieutenant direct, mais quelqu'un qui n'a pas d'incidence. Et quand il va rendre compte... on ne l'écoute même pas. Oui. Et donc, du coup, le message qui est véhiculé, le message ne porte pas bien disséminé. Ouais, mais on continuera par le faire. Il ne faut pas baisser les bras. On va continuer par faire le colloque. Et quand vous avez parlé tout à l'heure d'enquête indépendante, qu'est-ce qu'on doit y comprendre? Les enquêtes indépendantes, normalement, il y a quelqu'un qui a dit... si je tue et qu'on me demande de faire une enquête indépendante, je ne peux pas accepter. A priori, nous, on ne va pas dire qui a tué ou qui n'a pas tué. Mais nous, on veut faire la lumière, savoir qui exactement dans le système a tué. Et cette personne-là doit pouvoir répondre. Mais en réalité, c'est pour ça que je dis que malheureusement, nous n'avons pas la démocratie en Afrique. En réalité, quelqu'un a tiré sur un enfant et pendant une manifestation pacifique. Et l'enfant, en plus, n'était pas manifestant. Oui. Et pire encore, il est un petit garçon. Et donc, normalement, ce simple événement
doit pouvoir entraîner des démissions en cascade. C'est-à-dire que forcément, au niveau de l'état-major, on doit savoir qui a fait ça. Oui. Et cette personne doit pouvoir démissionner d'elle-même. On doit pouvoir l'arrêter, juger cette personne. C'est parce que tout cela ne se fait pas que nous, on demande une enquête indépendante pour savoir véritablement, en dehors du pouvoir, qui a fait ça. Mais finalement, qui doit donner le signal? Si nous prenons par exemple le cas de cet enfant de 11 ans qui était dans son bleu mécanicien et qui froidement a été abattu, en tout cas, on lui a tiré une balle dans l'œil. Alors, qui doit donner le signal pour qu'on punisse celui qui a commis ce crime? Pour faire une enquête indépendante, il faut forcément l'acceptation du gouvernement parce que il y a eu un tir. Oui. Et donc, on va pouvoir poser des questions, par exemple, à des militaires qui étaient en infraction là-bas. Oui. Vous ne pouvez pas poser des questions à des militaires si vous n'avez pas l'autorisation de l'état-major. Donc, c'est forcément le chef de l'État ou alors le ministre de la Justice ou alors le Premier ministre qui doivent normalement donner l'autorisation à une enquête indépendante. Oui, en tout cas, nous avons appris à l'époque quand même que le groupe des 5 a rencontré les autorités togolaises par rapport à ce crime, disons, à cette bavure-là qui a eu lieu. Et nous apprenons d'ailleurs même que la maman de ce petit enfant aussi, sous le choc, est décédée hier ou avant-hier, malheureusement. Maintenant, est-ce que le G5 va se prononcer par après au moins? Je ne suis pas sûr parce que c'est un problème, je ne dis pas un minime, c'est un sérieux problème, mais qui est un problème de politique interne. Un citoyen togolais qui est mort relève de la politique togolaise. Oui, et donc, mais si nous allons à Bruxelles ou bien en France ou aux États-Unis, dans ce cas, oui. Là, ils vont... Absolument. Dans ce cas, ils seront obligés de poser la question, mais ils ne rendront pas public les informations. C'est la politique internationale. Il faut que les gens soient informés de la si une manifestation est interdite et on n'aperçoit un manifestant sur le lieu, est-ce que cela est synonyme de le tuer, Non, absolument pas. Absolument pas. Et quand je profite pour répondre à quelqu'un qui a demandé est-ce que vous avez porté plainte formellement? Vous savez, porter plainte suppose que vous avez réuni un certain nombre d'éléments probants. Il ne s'agit pas simplement de dire nous portons plainte contre X, d'écrire un document comme ça et envoyer. Nous, au niveau du CACIS, nous essayons toujours d'étayer la plainte avec des éléments qui sont à notre disposition. Vous faites des enquêtes Nous aussi? faisons des enquêtes à notre niveau. Nous faisons un dossier que nous envoyons. Et nous ne sommes plus liés simplement à demander qu'on rende justice au niveau du Togo. Nous avons la possibilité de porter plainte au niveau de la CEDEAO. Nous avons la possibilité de porter plainte au niveau de la Cour de l'Union africaine. Nous avons la possibilité d'aller devant les instances onusiennes. Nous avons tout cet Par exemple, la CPI? Nous pouvons aller jusque-là, sauf que le Togo n'ayant pas signé le statut de Rome, le traité de Rome, ça n'a pas d'impact direct. Bon, maintenant, actuellement, pour le cas de l'enfant, de l'incident qui est survenu le 8 décembre, à Guazongo, ou Togbole, je ne sais plus trop. Oui, le 8 décembre à maintenant, je crois que c'est un peu trop tôt pour dire qu'on a finalisé le document, mais vous savez que le crime est imprescriptible. Que ce soit aujourd'hui ou demain, nous porterons forcément cette plainte-là. Et est-ce qu'il faudra porter plainte contre les journalistes qui donnent des fausses informations selon l'auditeur? Normalement, ça dépend. On a 2 catégories de fausses informations. Si c'est une fausse information contre quelqu'un, c'est celui-là qui doit porter plainte. Nous, nous ne pouvons pas nous substituer à la personne pour porter plainte. Bon, maintenant, c'est vrai qu'on peut essayer de dire aux journalistes de faire correctement leur truc. Il y a, je crois, l'OTM, l'Observatoire togolais des médias. Oui. Il y a des ordres de la corporation. Oui, voilà. Donc, qui doit pouvoir normalement régler ça? On ne va pas, nous, en tant que société civile, sauter et demander à... Parce qu'un journaliste aurait donné une information qui se trouve être, je ne dirais pas fausse, mais qui n'est pas totalement vraie. Alors, le dernier auditeur a posé la question de savoir, aujourd'hui, unir A59 et puis les indépendants et tout, ça doit normalement pousser la majorité unie à voter les réformes sans coup férir. Oui, c'est ce que j'ai dit tantôt, qu'aujourd'hui, UNIR n'a plus d'excuses. Lié au fait que c'était l'opposition parlementaire qui bloquait le vote. Oui. Aujourd'hui, on sait que si UNI veut faire les réformes, UNI fera les réformes très facilement. Mais la grande question, c'est de savoir quelle réforme, quel test va être proposé. Et je rappelle également
qu'on ne va pas se cantonner uniquement sur les réformes constitutionnelles. C'est un tout. La CVJR, dans ses recommandations, a demandé les réformes constitutionnelles et institutionnelles. Nous y ajoutons les réformes électorales. Parce que les élections locales vont bientôt arriver. Les élections... Et là, ce sera un grand dilemme pour la C14. Si on l'annonce dans le contexte actuel, est-ce que la C14 pourrait prendre part à ces élections locales? Si l'organisation est faite toujours par la même CENI, dans les mêmes conditions, la C14 doit être conséquente avec elle-même et ne pas y aller. Parce que si vous avez dit à un moment donné que les élections sont mal organisées, donc nous n'y prendrons pas part, si c'est toujours mal organisé, vous devez pouvoir dire vous n'y prenez pas part. Maintenant, il appartient à la C14, c'est les politiques. Oui. Elles ont leur stratégie, qui n'est pas toujours forcément une stratégie raisonnable. Donc, ça leur appartient à la C14 de décider. Mais moi, je dis, s'il faut être cohérent avec soi-même, si on ne change rien à l'organisation des élections, la C14 ne devrait pas y aller. Sinon, ça signifierait que c'était une erreur stratégique de ne pas aller aux législatives. Et même si c'est le cas en 2020 aussi? Absolument. Tant que les choses n'ont pas changé, tant qu'on n'a pas changé la CENI, tant qu'on n'a pas changé les institutions telles que la Cour constitutionnelle, la CENI, la C14, normalement ne peut pas aller à ces élections-là. Puisque la C14 a dit à plusieurs reprises qu'elle n'est pas d'accord avec Kadanga, qui doit partir parce qu'on a dit de reformer la CENI avec 8 de leurs membres. Donc si les 8 vont, alors on comprend que la C14 peut aller aux élections. Et si les 8 ne vont pas et que c'est toujours de façon unilatérale que la CENI est composée et que la C14 y va, ça veut dire qu'elle n'est pas conséquente avec elle-même. Alors, et vous êtes déjà pressenti pour être le Premier ministre? Être Premier ministre de quoi? Du Togo? Oui. Non, personne ne m'a approché. Pour remplacer peut-être le monsieur Classou Selom? Personne ne m'a approché. Personne ne m'approchera probablement pas. Je suis encore dans mon rôle de défenseur des droits de l'homme et je m'y contente en attendant. Monsieur Sphero Maolé, merci d'être venu. Le plaisir est pour nous. Voilà, madame, monsieur, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à vous tous qui nous avez reçus chez vous. Alors, cette émission, vous allez la suivre également sur la gazettedutogo.com. Je salue au passage Delphonse Akpaki. Bonne journée à vous toutes et à vous tous et excellente semaine à mon frère et ami, mon collègue. Il s'appelle Kokou, le Parisien derrière la baie vitrée, qui a su mettre en onde cette émission. Bonne journée à vous tous.